Pourquoi y a-t-il autant peu d'entraîneurs français à l'étranger? Pourquoi Zidane est-il si seul? Et pourquoi, alors que la France est championne du monde et qu'elle est l'une des plus grandes productrices de talent, ses entraîneurs brillent-ils aussi peu? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos vies ont récupéré un peu de normalité ces derniers jours. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue à la lecture d'un article de l'équipe de la semaine passée qui pose exactement la même question. Pourquoi y a-t-il aussi peu d'entraîneurs français à l'étranger? L'article apporte quelques réponses. 1. L'entraîneur français aurait du mal avec la maîtrise des langues étrangères. 2. Il y aura peut-être un problème de caractère. L'entraîneur français ou le français, je ne sais pas, serait peut-être un peu trop dominant, chercherait peut-être un peu trop à s'imposer. Et 3. Surtout, il y aurait un problème de lobbying. L'entraîneur français ne saurait pas assez bien se vendre. Un article du Parisien qui date d'une année en arrière arrive exactement aux mêmes conclusions. 1. Les langues étrangères. 2. Les réseaux. En aucun cas, ce serait un problème de niveau. L'entraîneur français ne serait pas moins bon que ses homologues étrangers. Et à la lecture de ces articles, comme pas mal de monde, j'étais un peu circonspect au devant des conclusions. Alors je me suis dit que pour enrichir le débat, pour participer au débat, ça pourrait être intéressant d'apporter d'autres arguments. Pour moi, ce qui dessert le football français et par conséquent les entraîneurs français, c'est une certaine pensée footballistique, une pensée très répandue dans le pays. Ça fait 50 ans qu'à la tête de la DTN, c'est-à-dire la Direction Technique Nationale, l'organisme qui est chargé de fixer la politique footballistique du pays, qu'une certaine vision du football est prônée et défendue. Une vision qui est héritée de ce qu'on peut appeler le béton. Pour comprendre ça, il faut remonter dans les années 60, années durant lesquelles le général de Gaulle va nommer à la tête des institutions sportives françaises des militaires, et c'est véritablement les militaires qui vont éduquer les sportifs. Dans le domaine du football, qu'est-ce que ça donne? Cette vision du béton, elle va défendre un football scientifique, basé sur le style militaire. On va défendre une notion d'efficacité, de pragmatisme, et tout ça va donner lieu au développement d'un vocabulaire guerrier et d'un football très physique. La notion de bloc équipe va émerger par exemple, et ce qui va être privilégié par-dessus tout, c'est la gagne, rien d'autre. Et sans entrer dans le débat entre qu'est-ce qui est mieux entre ceux qui considèrent qu'il faut seulement se préoccuper de la gagne et ceux qui pensent qu'il y a d'autres choses plus importantes dans le football, c'est toujours intéressant quand les idées s'affrontent, qu'on peut vraiment avoir un débat d'idées. Et alors que durant les années 30, 40, 50, 60, 70, ce débat d'idées était très en vigueur en France, ce débat était très vif. À partir des années 70, une pensée va complètement balayer l'autre et le débat va s'éteindre peu à peu. Ce qui fait que des entraîneurs comme Puel, comme Gourcuff ou comme Furlan, qui proposent d'autres idées, qui défendent une autre vision du football, sont toujours vus d'un œil très suspicieux. Furlan, Jean-Marc Furlan, il raconte par exemple que lui, il a été très inspiré par les idées d'André Monod, qui était un universitaire, un académicien, mais que personne ne le prenait au sérieux dans le football, alors que c'est quand même quelqu'un qui avait théorisé le football, quelqu'un qui en savait énormément à propos du jeu. Conséquence, le débat footballistique en France n'avance pas vraiment. Les entraîneurs ont à peu près tous les mêmes idées, ils se retrouvent tous entre eux dans une espèce d'entre-soi parce que ça fait des années qu'ils sont présents dans le circuit. Ces entraîneurs-là forment des joueurs, ces joueurs deviennent entraîneurs, forment de nouveaux joueurs et on a ce cercle vicieux qui se met en place, rien de nouveau se crée, les mêmes idées perdurent. Ce qui est aussi assez caractéristique du football français et de la Ligue 1 plus précisément, c'est de confier toujours aux mêmes entraîneurs des bancs. Certains, ça fait 20 ans qu'ils sont en Ligue 1, ils ont déjà entraîné cette équipe, je pense là au René Girard, au Roland Courbis ou même plus précisément au Antoine Comboiré qui peuvent passer leur mois de chômage sans voir aucun match de foot, mais quand même retrouver un banc à la sortie. C'est assez fou. Des entraîneurs comme Suodo, comme Herbin, comme Hidalgo, comme Denouex, je trouve ça assez surprenant qu'ils n'aient pas créé plus de disciples, parce qu'ils ont eu du succès. Mais même s'ils allaient à l'encontre de la pensée dominante et qu'ils avaient du succès, ils n'ont pas véritablement créé énormément de disciples, ou en tout cas pas assez de disciples pour remettre en cause la pensée dominante. Et ce qui compte dans la carrière d'entraîneur, selon moi, c'est pas seulement ce qu'il va gagner, mais aussi toutes ces fois où il va pouvoir affronter quelqu'un qui a des idées différentes des siennes et s'adapter et ainsi progresser. Ce débat d'idées et l'émergence de contre-modèles, on a pu l'avoir en Italie par exemple, avec la figure de Sacchi. Sacchi, c'est quelqu'un qui allait à l'encontre des standards établis et Sacchi a créé des disciples. Et en Italie, un pays pas forcément très progressiste sur le plan de la pensée footballistique, on a pu voir l'émergence d'un Conte qui tout d'un coup repopularise la défense à 3, d'un Sarri qui a des idées nouvelles et plus récemment d'un Gasperini ou d'un De Zerbi. Ces contre-modèles qu'on a peu vus en France, on peut les voir par exemple dans un pays comme l'Italie.
Tandis que certains pays ont eu leurs contre-modèles qui ont stimulé le débat footballistique, d'autres ont carrément opéré leur révolution footballistique. Je pense là au Portugal dans les années 80 ou à l'Espagne et à l'Allemagne au début des années 2000. Et plus récemment, même l'Angleterre est en train de s'y mettre, c'est dire. Pourquoi alors est-ce que la France, elle, n'a pas mené à bien cette révolution? Bon, déjà, il n'y avait aucune raison pour les institutions du football français de changer quelque chose. Parce que au début des années 2000, la France est dominante, elle est championne du monde, championne d'Europe. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Il n'y avait aucune raison d'explorer de nouvelles pistes, tout allait si bien. Ce qui s'est passé, c'est que durant la décennie qui a suivi, le football a fait la part belle au jeu hyper collectif et là, le football français est resté à quai, il a véritablement raté le train. Pour la deuxième approche qui constituerait à partir de changements de comportement individuel pour ensuite provoquer un changement plus global dans le système, en France, c'est quasiment impossible. Si, comme moi, vous n'êtes pas footballeur professionnel, si vous n'avez pas de passé de footballeur pro et si vous n'avez aucune aide extérieure, obtenir le diplôme qui vous permettra d'entraîner en Ligue 1, ça coûte environ 35 000 €. Honnêtement, qui peut se payer ça? En France, il y a tout qui est fait pour favoriser l'émergence d'anciens professionnels sur les bancs. Et Jean-Marc Furlan, dans un podcast de Joanne Crochet, il parlait clairement de consanguinité. C'est vraiment encore cet entre-soi qui se vérifie. C'est une espèce de caste imperméable à l'arrivée de nouvelles idées. Et par exemple, on dit souvent, c'est une anecdote qui est revenue souvent, qu'au moment de passer son examen final, si vous proposez une animation avec 3 défenseurs, vous serez mal vu parce que ça va contre la pensée footballistique dominante. Et ça, pour faire une révolution, c'est un énorme problème. Ça fait que la pensée footballistique en France, elle stagne, elle prend du retard et à l'étranger, personne ne veut un coach en retard. Ce qui manque selon moi aussi actuellement, c'est la figure d'un précurseur. Pour que les entraîneurs français puissent s'exporter sur la durée à l'étranger, et qu'on sorte un peu de l'épiphénomène type Claude Puel, il faut souvent un entraîneur qui a du succès dans son pays et qui ensuite s'exporte. Et ça ouvre la voie à d'autres de ses collègues. Pensez par exemple à Mourinho qui a du succès avec Porto en 2004 et tout d'un coup on se met à s'intéresser aux entraîneurs portugais. Même chose avec Guardiola en 2010 ou Jürgen Klopp quelques années plus tard. Parce qu'il faut dire qu'un coach, il se fait jamais seul. Il est toujours tributaire du contexte dans lequel il s'est formé. Il est toujours influencé par une école de pensée. Mourinho, il doit beaucoup aux institutions du football portugais, à des hommes comme Carlos Queiroz ou Vitor Frade. Guardiola, il doit beaucoup à Paco Cerrolo, à Laureano Ruiz. Jürgen Klopp, il doit beaucoup à Wolfgang Frank, par exemple. Et si en France, on a un entraîneur qui est capable d'officier en tant que figure de proue, ça pourrait ouvrir la voie à certains de ses collègues. Arsène Wenger, par exemple, il a un peu joué ce rôle-là dans les années 90. Il y a pas mal d'entraîneurs français qui sont exportés dans les années 90. En même temps, il y avait Luis Fernandez aussi qui a eu des bons résultats en France. Et on les a vus ensuite à l'étranger avec Houllier, avec Tigana. Et récemment, celui qui aurait vraiment pu ouvrir la porte à d'autres entraîneurs, c'était Rudy Garcia et surtout Laurent Blanc. Et le fait que Laurent Blanc ait eu du succès avec le PSG, mais que derrière il n'est pas confirmé à l'étranger, ça peut-être pas jouer en faveur des autres entraîneurs français. Actuellement, cette figure de proue, elle n'existe pas vraiment. Zidane. Ouais, mais Zidane, est-ce que c'est vraiment un entraîneur français? Il a été très influencé par les pensées footballistiques italiennes et espagnoles. Et dans le jeu, c'est pas toujours top. Deschamps, dans le jeu, c'est pas toujours top non plus. Et mine de rien, quand les clubs étrangers pensent à recruter un entraîneur, la question de la qualité du jeu, elle revient très souvent. Et ça a souvent été ignoré en France, l'importance du jeu. On en revient à ce que j'exposais dans le point 1. Et puis, la Ligue 1. Sans vouloir tirer sur l'ambulance de façon disproportionnée, il faut quand même mentionner qu'il y a pas mal de joueurs français qui partent à l'étranger et qui disent « Ah bah là, je suis en train de me rendre compte qu'en Ligue 1, comparé ici, on s'entraînait vraiment pas tant que ça. » Une anecdote dans le livre de Frédéric Razera, Les footballeurs au travail, qui reflète assez bien ce qui peut se passer dans le football français. Les joueurs, ils disent « Mais là, on a un entraîneur qui nous parle jamais de jeu. Il parle de bataille, de guerre, de sueur, de courage, mais il nous parle jamais de jeu. » Il faut en plus considérer, comme j'ai dit avant, que la Ligue 1, elle n'est pas toujours très stimulante parce que c'est toujours les mêmes idées qui circulent. On n'est pas exactement dans un cercle vertueux. Ça joue pas vraiment en faveur des entraîneurs français. C'est Raphaël Cosminis, dans un podcast de Vue du Banc, qui demandait « Mais est-ce qu'en Ligue 1, on peut véritablement produire du jeu ?» Parce qu'en plus, les entraîneurs, quelles que soient leurs compétences et leurs idées, ne sont pas toujours aidés par leur directeur sportif, leur président ou leur propriétaire, entre les mauvais recrutements et les projets qui consistent seulement à faire du trading de joueurs et qui n'accordent aucune importance au développement d'un projet de jeu, les entraîneurs peuvent vraiment être handicapés de ce côté-là. Actuellement, quel entraîneur français de Ligue 1 pourrait prétendre à un départ à l'étranger?
Julien Stéphan peut-être, c'est un peu l'entraîneur français en vogue en ce moment. Ouais, mais est-ce qu'il y a véritablement un club des 4 grands championnats qui voudrait recruter Julien Stéphan plutôt qu'un autre entraîneur? Parce qu'en Espagne, il y en a par exemple, il y aurait Pepe Bordalas qui sort de 2 saisons incroyables, il y a Marcelino, il y a Ernesto Valverde, quoi qu'on en dise, ça reste un entraîneur qui a fait ses preuves. En Italie, il y a Gasperini, De Zerbi. En Angleterre, il y aurait Eddie Howe et Brendan Rodgers. Et en Allemagne, il y a Marco Rose et Julian Nagelsmann. Est-ce que les clubs étrangers vont faire passer Julien Stéphan devant ces profils-là? Ben, pas forcément. Et là, pour moi, on a véritablement un problème de niveau. Quoi qu'en disent les articles de l'Équipe et du Parisien, il y a un problème de niveau chez les entraîneurs français, selon moi. Je ne vois pas pourquoi les entraîneurs français seraient moins bons que les autres. C'est à vous de nous aider, à mieux, quand il y a de la qualité, il faut le reconnaître. Nous avons ici un désaccord, on dirait bien. Pour finir sur une note un peu plus positive, je pense que les entraîneurs français et le système qui les forme vont se remettre en question parce qu'ils vont devoir le faire. Au vu de la concurrence étrangère en Ligue 1, ça me paraît impensable qu'il n'y ait pas une réaction de leur part. On a vu ce phénomène à l'œuvre en Angleterre. Les coachs étrangers étaient toujours plus présents en Première Ligue et ça a forcé les institutions du football anglais à explorer de nouvelles méthodes d'entraînement, à explorer de nouvelles idées de jeu. Et cette remise en question, on la voit également à l'œuvre dans les divisions inférieures. C'est vraiment tout le système qui est en train de changer. Au final, cette question de la présence d'entraîneurs d'un certain pays au plus haut niveau, elle est assez cyclique et j'ai pas de doute sur le fait que les entraîneurs français auront de nouvelles opportunités à l'avenir, mais encore une fois, c'est vraiment indispensable que la DTN explore de nouvelles pistes et en ce sens, ce serait assez intéressant que quelqu'un avec des idées un peu différentes comme Claude Puel ou Arsène Wenger prenne en charge cette direction technique nationale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour laquelle je dois remercier mon bon ami Elton Mokolo qui m'a aidé sur certains points essentiels. Si vous êtes en désaccord avec mes arguments, si vous voyez d'autres arguments, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous lis avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Nous, comme d'habitude, on se retrouve dans une semaine dimanche 10 h pour une vidéo qui va être assez spéciale. 1, parce qu'on s'approche des 10 000 abonnés, on l'y est bientôt. Et 2, vous verrez pourquoi. Allez, à toutes!